Alors, le Conseil de l'Arctique, c'est un forum international qui a été créé en 1996, donc qui vient de fêter sa 25e année d'existence. Il regroupe donc les 8 États qui ont des possessions au nord du cercle polaire, ainsi que 6 représentations de peuples inuits. On y trouve également 13 États observateurs, donc des États qui n'ont pas de possession au nord du cercle polaire, mais qui ont exprimé un intérêt pour ce qui se passe actuellement, pour les transformations de l'Arctique. Donc on retrouve des pays comme l'Inde, le Japon, la Chine, mais aussi des pays européens comme la France, la Pologne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, etc. Il y a également des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Voilà. Donc finalement, c'est un panel assez large. Dans son fonctionnement, il a promu et réussi à créer un espace de coopération plutôt très fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs accords qui ont été signés entre les États arctiques sur des questions de prévention des pollutions liées aux hydrocarbures, sur le secours en mer, comment secourir des gens, comment organiser le secours en mer dans un tel espace aussi gigantesque et peu peuplé, sur la recherche scientifique par exemple. Et donc il a aussi su préserver un espace d'une coopération apaisée, malgré les tensions qu'il y a pu y avoir entre le monde occidental en général et le monde otanien en particulier et la Russie depuis 2014 et la crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée. Donc c'est plutôt un bilan quand même très positif entre les pays arctiques. Voilà, c'est une plateforme de négociation permanente, c'est-à-dire que il y a, on va en parler tout à l'heure, la réunion ministérielle qui a lieu tous les 2 ans et qui marque le changement de présidence. Mais finalement, entre ces périodes de 2 ans, il y a toute une série de groupes de travail, notamment ce qu'on appelle les SAO, les Senior Arctic Officials, qui font avancer les dossiers. Et donc, en fait, la présidence islandaise a été terminée par l'adoption de plusieurs dizaines de petits textes qui reflètent un travail de fond fait avec les États observateurs également. Ses limites, c'est peut-être une coopération qui est trop exclusive, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le traité sur la recherche, l'accord sur la recherche de 2018, il n'est même pas proposé à la signature des États observateurs. Donc il y a un caractère un petit peu symbolique de cette coopération vers l'extérieur, mais ça n'enlève pas le fait que c'est une réussite en termes de coopération dans l'espace arctique. Et le forum, c'est d'ailleurs installée comme la principale instance de coopération, de gouvernance en Arctique, alors qu'elle n'a pas de moyens contraignants pour imposer des normes. C'est donc sur la base du volontariat que les États arctiques acceptent de coopérer ensemble. À la mi-mai 2021 a eu lieu la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique à Reykjavik, c'est-à-dire que cette réunion marque la fin de la présidence islandaise pendant 2 ans et la prise de la présidence par la Russie. Alors ce sommet était assez attendu parce que c'est le seul moment où, à un niveau ministériel, c'est-à-dire que les 8 ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil de l'Arctique se réunissent. C'est un moment assez attendu parce que la précédente édition, en mai 2019, s'était plutôt assez mal passée à cause de l'attitude américaine. C'est-à-dire qu'il y avait eu 2 jours avant le sommet, une déclaration quelque peu fracassante de Mike Pompeo, le secrétaire d'État à l'époque américain, qui avait finalement vilipendé les marques de bottes militaires que laissait la Russie dans l'Arctique, mais elle avait également montré du doigt à la fois la Russie et le Canada pour le statut qu'ils essayent d'imposer aux 2 passages maritimes, c'est-à-dire la route maritime du Nord pour côté russe et le passage du Nord-Ouest côté canadien. Donc l'ambiance avait été plutôt glaciale, et surtout, les États-Unis n'avaient pas voulu s'associer à la déclaration finale. C'était sans précédent depuis 1996, quand même, puisqu'en fait, la déclaration finale faisait état du changement climatique et que l'administration Trump, très climato-sceptique, ne voulait pas voir le mot figurer dans la déclaration finale. Donc les Américains s'étaient mis finalement doublement un petit peu à côté de l'esprit de coopération du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire on n'aborde pas les questions militaires, on traite des sujets de coopération au sein du Conseil, et ensuite, la protection de l'environnement et en fait, du coup, le changement climatique sont bien sûr un axe majeur d'action du Conseil. Donc, finalement, il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de la nouvelle administration américaine. Et effectivement, alors, quelques jours avant le sommet, il y a eu
des petites tensions autour des questions de sécurité entre une déclaration de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui expliquait qu'il trouvait tout à fait normal la sécurisation progressive du littoral russe au regard des enjeux qu'il y a côté russe, et puis qu'il expliquait que c'est notre territoire, hein, après tout, et lui-même disait plutôt qu'il sentait un environnement de plus en plus menaçant avec les pays otaniens et la multiplication à la fois des entraînements, mais aussi la montée en puissance de forces, hein, par exemple la présence de GI américains désormais en Norvège. Et à cela, Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État américain, avait effectivement fait part de la préoccupation des États-Unis pour la militarisation, la sécurisation croissante de l'Arctique. Et donc, effectivement, ça a attiré une attention un peu particulière avant la réunion ministérielle, qui normalement ne traitait pas de ces sujets-là. Et sans doute qu'on peut penser que la Russie a voulu mettre la pression sur les États-Unis pour qu'ils se démarquent de l'attitude très agressive qu'avait eue la précédente administration américaine 2 ans auparavant. Et effectivement, dès le dîner entre ministres, la veille de la réunion ministérielle, en fait, la situation s'est largement apaisée. Juste après la réunion ministérielle, dans les à-côtés qui accompagnent la réunion ministérielle, eh bien, en fait, les États-Unis ont annoncé qu'ils acceptaient que le projet Nord Stream 2, qui est très important pour la Russie et pour l'Allemagne, puisse s'achever. Il y avait des menaces de sanctions extraterritoriales américaines très fortes sur toutes les entreprises qui prendraient part à ce projet. Donc, on a vu clairement que les États-Unis sont rentrés dans une logique de promotion de la coopération aussi en Arctique. Et d'ailleurs, la déclaration finale qui a été adoptée reprend les grands codes du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire protéger et respecter les populations autochtones, assurer un développement économique qui soit durable de l'Arctique, protéger l'environnement et bien sûr lutter contre le changement climatique, à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre et à la fois en termes d'aide à l'adaptation pour lutter contre ces effets physiques. Alors, la présidence du Conseil de l'Arctique est quelque chose d'assez symbolique quand même. Comme c'est une présidence tournante, vous y avez accès tous les 16 ans. Donc, effectivement, la Russie attendait ce moment. Et on peut penser que ça va être plutôt un bon signe pour la coopération en Arctique et peut-être pour un apaisement des tensions. Il est vrai qu'à la frontière entre, on va dire, le bloc otanien et la Russie, donc notamment qui se matérialise par la mer de Barents, le nord de l'Atlantique Nord, et aussi la Norvège, en l'occurrence, il y avait une montée des tensions progressives qui découlait directement de la crise ukrainienne et du coup de la remontée en puissance de la flotte sous-marine russe, des patrouilles qui allaient de plus en plus loin, et donc des zones de frottement entre les forces occidentales, otaniennes en général, et russes qui étaient croissantes. Il y a eu toute une série de petits signes qui montraient un agacement, respectif d'ailleurs, et qui faisaient craindre effectivement qu'il y ait une sorte de banalisation de l'Arctique en termes sécuritaires. Jusqu'à aujourd'hui, l'Arctique a bénéficié d'une forme, on parle d'un exceptionnalisme arctique en matière sécuritaire, c'est-à-dire que la coopération en Arctique a toujours été fonctionnelle, même après la crise ukrainienne. Et on voit en fait que la sécurité se dégrade, non pas à cause de problèmes qui naissent en Arctique, mais à cause de la mauvaise relation entre la Russie et le bloc occidental. Et donc finalement, le conflit ukrainien, mais également peut-être ce qui se passe en Syrie, voire en Libye, a contribué à tendre la relation, y compris en Arctique, entre ces deux blocs. Et donc je pense que pour la Russie, renforcer la coopération et donc faire diminuer les tensions sont un enjeu majeur de sa présidence. D'autant que la Russie a comme priorité absolue le développement économique de son littoral arctique, de ses zones arctiques en général. C'est un espace qui est maintenant incontournable pour le développement économique de la Russie, donc notamment l'exploitation des hydrocarbures, le gaz massivement aujourd'hui, demain ce sera massivement du pétrole également, à son étonnage absolument considérable de marchandises qui vont circuler dans les méthaniers et dans les tankers. Il va également y avoir un développement en général de l'industrie minière, par exemple. Et en fait, la Russie a besoin d'un environnement stratégique plutôt apaisé. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'être attractive sur le plan économique pour faire venir des investisseurs.
Aujourd'hui, le principal investisseur ou partenaire qu'elle voit dans le Grand Nord, c'est la Chine. Hein. Et d'ailleurs, la Chine a développé une déclinaison polaire de sa route de la soie. On parle de la route de la soie polaire. Alors pour l'instant, qui n'est pas matérialisée par une quelconque infrastructure, mais ça montre que la Chine se projette aussi dans le Grand Nord et que la Russie est un partenaire incontournable de ce développement. Mais en fait, on peut penser que la Russie a davantage besoin de la Chine en Arctique que l'inverse, parce que justement, peu de sociétés, hormis peut-être Total, vous voyez, Technip, par exemple pour les Occidentaux, vont sur place. Simplement, la Chine trouve que, sans doute, la Russie n'investit pas assez dans toutes les infrastructures qui doivent accompagner son développement, portuaire, etc. Et donc peut-être qu'elle est un petit peu en situation d'attente. Bon. Donc pour la Russie, je crois que sa présidence va être un moment de maturité, entre guillemets, de maturité en termes de sécurité, de stabilité, être un partenaire qui apparaît comme stable dans la durée. Voilà. C'est vrai que toutes les instabilités sécuritaires créent des instabilités d'incertitude de marché, peut-être qui fragilisent l'attractivité de la Russie. Et d'ailleurs, dans le Grand Nord, la Russie a toujours fait preuve d'une certaine ambiguïté. C'est que d'un côté, elle veut montrer le visage d'un pays attractif pour l'investissement, et de l'autre côté, elle est soucieuse de maintenir une souveraineté pleine et entière, totale sur son Grand Nord, d'où le renforcement de ses moyens de sécurité et donc en fait militaire. Il y a une sorte de complexe, c'est-à-dire qu'elle a un espace qui est immense, considérable, dont elle ne contrôle pas encore complètement la présence d'activités humaines. Et donc, ce complexe se matérialise par une remontée en puissance, peut-être des moyens de sécurité et militaires. Donc, il faut qu'elle arrive à trouver un entre-deux, entre cette logique de sécurisation, qui n'est pas très attractive, et en même temps ce potentiel de ressources économiques qu'elle essaye de mettre en avant. Bon. Ce qui est nouveau pour la Russie, c'est que parmi les enjeux qu'elle a mis en avant pour sa présidence, il y a l'environnement et le changement climatique. Donc, tant mieux. Simplement, c'est vrai que la Russie n'a pas apporté beaucoup de gages dans le passé sur ces politiques climatiques, d'un engagement dans la gouvernance mondiale du climat spécialement fort. Ça a été plutôt un acteur moins-disant, et parfois même désintéressés pendant les COP. Les délégués russes étaient parfois absents des bureaux où ils étaient censés être parce qu'ils se baladaient. Voilà, donc on peut espérer que ce soit vrai, même si le président Poutine, je pense, là-dessus n'est pas moteur. Ensuite, les Russes ont mis en avant les questions autochtones. Bon, alors à nouveau, tant mieux. Même si, dans le passé, les associations autochtones ont pu s'opposer à la Russie sur ses politiques autochtones, sur peut-être un certain nombre de considérations des intérêts autochtones et des modes de vie autochtones lorsqu'il fallait trancher, arbitrer entre le développement économique et le respect de ces populations-là. Donc c'est peut-être un défi, un double défi pour la Russie, mais en même temps, le fait qu'elle soit sous les projecteurs pendant 2 ans va sans doute l'obliger à davantage de concessions sur ces sujets-là. Donc paradoxalement, la présidence russe va être peut-être un moment où les questions de sécurité, de l'autochtonie et du climat vont plutôt avancer de manière constructive.